Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de me faire vacciner. Alors d'abord, je suis comme tout le monde, je me pose des questions. Après, il y a plusieurs niveaux de, comment dirais-je, d'angoisse, tu vois. D'abord, est-ce que c'est une pandémie qui existe? Ou est-ce que ce ne sont pas disons, l'oligarchie, c'est-à-dire les gouvernements et l'oligarchie financière qui se sont mis d'accord pour faire écouler leur stock d'invendus de Tamiflu en les faisant acheter par les gouvernements sous prétexte d'un risque de grippe. Et là, ça serait uniquement une arnaque financière, puisqu'on sait que les laboratoires qui vendent le vaccin sont liés notamment au pouvoir. Je crois qu'il y a Dick Cheney qui est dans le capital de la société qui vend le vaccin américain, etc. On sait que Sarkozy est allé inaugurer au Mexique l'usine qui fabrique le vaccin français. Donc est-ce que ça serait une arnaque? Est-ce que c'est une fausse épidémie mais qui permet de mettre la France en état d'urgence et par exemple d'essayer de juguler au nom de la lutte contre la maladie des troubles sociaux graves liés à l'aggravation de la crise économique? On peut penser ça. Donc il y a plusieurs niveaux je dirais, de paranoïa, pour employer le mot qu'emploient les anticomplotistes. Et l'angoisse qui va le plus haut, c'est de dire est-ce que ça ne serait pas un empoisonnement volontaire? Et là, on est dans la théorie de Rousseau, là, qui parlait de son dialogue avec Rockefeller, qui disait que l'oligarchie mondialiste avait comme projet de liquider une grande partie de la planète. Donc, ce qui est étrange, en tout cas, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose d'orchestré globalement autour de cette grippe et de cette vaccination. Et ça ressemble beaucoup à ce que moi j'appelle la notion de gouvernance globale, tu sais. Il y a maintenant des projets totalement intégrés, tu sais. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a produit à la fois le vaccin, à la fois le virus, tout ça en même temps, à la fois le projet de le répandre, à la fois le projet soi-disant de le soigner. Et on a l'impression que tout ça est un espèce de paquet qui a été conçu globalement par l'oligarchie mondialiste, notamment là ça passe par l'OMS. Et effectivement c'est étrange et inquiétant, et ça a de plus en plus à voir avec ces trucs bizarres qu'on appelle le nouvel ordre mondial, avec une espèce de côté dictatorial. Enfin, c'est assez orwellien, quoi. Alors moi-même je me dis bon, faut pas être parano, c'est peut-être simplement une histoire de pognon, parce que ça c'est la première analyse, quoi. L'arnaque au Tamiflu. Mais si c'est en plus un projet qui va plus loin, de contamination ou d'état comment dirais-je, de mise de la France qui serait mise en espèce d'état de guerre à cause de ça, là c'est encore plus angoissant. Donc je regarde comme tout le monde sur internet, et je crois que sur Égalité et Réconciliation on a mis un dossier complet pour que notre principe d'ailleurs c'est celui-là, si on met toutes les infos qu'on a, on les met, et après on demande aux gens de se faire une opinion par eux-mêmes. Et surtout on supplée à l'absence totale d'informations qu'il y a sur les médias officiels et traditionnels. Parce que moi je veux bien qu'il y ait tout et n'importe quoi sur internet, c'est vrai, mais le problème c'est que maintenant dans les médias dominants, il n'y a que n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Donc je suis sur internet, je me pose des questions, et ce qui est certain c'est que j'ai pas très envie de me faire vacciner. Voilà. Ça me fait pas rêver. Vous n'avez pas envie de votre petit vaccin Sanofi, ça vous dit pas? Non, non. D'abord parce que je m'intéresse du coup à l'histoire à la polémique médicale sur le vaccin, et qu'on se demande si la vaccination est si efficace que ça. Je vois surtout que beaucoup de médecins disent qu'ils ne se feront pas vacciner. Les médecins, je ne sais pas quelle association ou syndicat de médecins anglais ne veulent pas eux se faire vacciner. Il y a quand même de plus en plus de corps constitués qui s'opposent à ce vaccin pour différentes raisons. Et c'est vrai que je lis des trucs à gauche à droite où le principe même de la vaccination serait remis en cause, en doute, cela sur le plan médical, et on dirait même que souvent les épidémies sont liées aux campagnes de vaccination, et en fait ces campagnes de vaccination préalables sont déclenchantes de l'épidémie, et que c'est déjà arrivé plusieurs fois, sans compter les adjuvants, les histoires de sclérose en plaques, etc. Enfin, j'ai pas du tout envie, dans le doute là, j'ai envie de m'abstenir, quoi. Aujourd'hui, il y a une volonté, comment dirais-je, de gouvernance globale au niveau mondial, et qui prétend toujours être au-delà et au-dessus du politique. Et en fait, on s'y réfléchit, il y a deux catégories qui seraient au-dessus du politique.
c'est l'écologique et le médical, parce que le virus n'a pas de frontières, la pollution non plus, et aucun être humain raisonnable ne peut s'opposer à la médecine ou à la sauvegarde de la planète pour des raisons d'opposition politique. Donc aujourd'hui, on habille une domination politique globalisée et mondiale avec comment dirais-je, de deux jolis vernis inattaquables, entre guillemets, sur le plan éthique, qui est l'écologie et la médecine. Et comme par hasard, on a l'histoire du réchauffement climatique qui amène la taxe carbone, qui est quand même une énorme escroquerie, un impôt et un coût même financier, d'après ce que j'ai compris, conceptualisé par Goldman Sachs, comme beaucoup d'arnaques spéculatives. Hein. Et puis l'histoire de la grippe. Donc on voit aujourd'hui que pour dominer le monde, il y a la menace, comment dirais-je, la sauvegarde de la planète, l'écologie, et la médecine. Effectivement, ce sont deux catégories, soi-disant au-dessus du politique et au-dessus des frontières. Et il est très dur d'aller, si la propagande est bien faite, dire je m'oppose à la taxe carbone et je m'oppose à la vaccination, c'est-à-dire j'en ai rien à foutre que les gens crèvent de la grippe et j'en ai rien à foutre de la pollution, alors que donc on voit que c'est très pervers et très malin. Et tout ça s'inscrit dans la tradition de ce qu'Édouard Bernays a inventé. Parce que là, je reprendrai le petit Mathieu Kassovitz, qui est bien gentil, mais qui est un peu naïf. Parce que le plus c'est gros, plus ça marche. C'est pas une citation de Goebbels. C'est Goebbels qui cite Édouard Bernays, l'inventeur de la propagande moderne, de la propagande de la démocratie de marché. C'est Édouard Bernays, le neveu de Sigmund Freud. Et ça se passe aux États-Unis. Et lui se vante déjà de mettre en place des campagnes comment dirais-je, de manipulation de la population pour les amener là où l'oligarchie veut qu'elle aille, dans les années 20-27 déjà. Donc c'est pas l'Allemagne nazie 33. Goebbels ne fait qu'imiter ce que les Américains ont inventé. Et d'ailleurs, on voit bien que les Américains, là aujourd'hui, avec ces histoires de gouvernance mondiale et ces grands montages pour les masses, sont toujours à la pointe de la propagande, mais de la propagande la plus subtile qui n'est pas identifiée comme propagande par les gens. Puisque la propagande hitlérienne ou stalinienne, quelqu'un qui vous dit quelque chose avec un uniforme, il y a très longtemps que ça a été identifié, alors que quand c'est une hôtesse avec les larmes aux yeux, c'est beaucoup plus dur à décrypter. Et je crois effectivement qu'on est dans cette toute-puissance de la manipulation médiatico-politique à l'échelle mondiale en ce moment. Et j'ai eu ça m'a sauté à l'esprit l'autre jour quand j'ai vu le lynchage de Tadei au lendemain de son émission de rentrée de Ce soir ou jamais, après la petite sortie de Mathieu Kassovitz. C'est très impressionnant. Et l'idée qui m'est venue, c'est l'URSS inversé. C'est l'URSS de Brejnev aujourd'hui, la France. Quoi. Ce décalage total entre les médias officiels, ce qui se passe sur Internet, la rumeur, et l'interdiction totale pour quiconque de péter de travers. Et puis avec les capots, quoi, la manière dont se sont généralisés les capots depuis 10 ans, c'est-à-dire les types dont le boulot est d'aller flinguer leurs collègues, quoi, comme l'a fait l'ignoble Robert avec Tadei sur Canal+. Alors Tadei m'avait dit, parce que je le connais un peu, j'ai fait 2 fois son émission, je lui ai dit mais tu n'as pas de pression, tu as vraiment toute liberté. Il m'a dit non, moi je ne connais pas la pression, j'ai toute liberté. Sous-entendu, toi tu as un petit peu la paranoïa d'un lobby qui n'existerait pas. Bon ben là il a pu vérifier effectivement qu'il y avait un pouvoir et qu'il avait franchi une ligne et qu'on lui avait fait savoir. Et à mon avis, Ardisson a vécu la même chose. Là il a compris qu'il ne fallait pas qu'il recommence, quoi. Donc son émission un peu plus courageuse que les autres, où on abordait des sujets un peu plus risqués, et où on invitait des maudits, entre guillemets, puisqu'il se flatte d'inviter Nab, et qu'il a invité Dieudonné, qui m'a invité. Et d'ailleurs, mon camarade Victor Robert l'a bien dit, vous invitez dans votre émission Dieudonné et Alain Soral. Hein, de dire, il ne faudra pas recommencer. Ce qui est assez étrange, parce qu'il est écrit nulle part qu'on n'a pas le droit de nous inviter, pourquoi c'est vraiment l'URSS à l'envers. Alors, ça me fait penser à l'URSS de Brejnev. Donc l'espoir, c'est qu'après Brejnev, il y a eu quoi? Il y a eu 2 gérondes qui n'ont pas tenu, puis après il y a eu Gorbatchev, et puis ça s'est écroulé. Hein. Donc peut-être que nous sommes en train l'empire occidentalo-capitaliste est en train de vivre son écroulement quelques décennies après l'URSS. C'est-à-dire que ces 2 grands empires qui sont devenus hégémoniques après 1945 ont peut-être vocation à s'écrouler tous les 2. Il y en a un qui est tombé un peu avant l'autre, comme une des 2 tours du 11 septembre, et peut-être qu'on arrive là à l'apex du totalitarisme, parce qu'on n'a pas l'habitude en France de voir une telle société policière
médiatico-policière, mais peut-être que c'est le signe que ça va tomber bientôt. Le type qui a fait le dernier bouquin sur le 11 septembre, je crois qu'il s'appelle Laurent, je crois, un truc comme ça. Je vois la manière dont il est traité en Belgique, et je vois la manière dont on lui a mis Sifawi, l'espèce d'ancien agent algérien retourné, qui a été envoyé en mission pour insulter, flinguer l'auteur du bouquin qui compile tous les doutes qu'il y a sur le 11 septembre. J'ai vu l'émission, c'était de Gisbert. Ça fait vraiment, on dirait vraiment un passage à tabac comment dirais-je, du KGB dans l'URSS de Brejnev, quoi. À part les flics qui arrivent sur le plateau et qui emmènent le mec à la fin, c'est difficile d'aller tellement plus loin, quoi. Donc le côté très angoissant, c'est que quand on a vécu un peu la France du dialogue et de la liberté, les émissions de Pollack, qui étaient quand même au début des années 80, et qu'on voit où on en est aujourd'hui, ça fait froid dans le dos. Mais en même temps, pour qu'ils en soient là, pour continuer à tenir les rênes du pouvoir, être obligé de cogner à ce point-là, c'est peut-être le signe que ça se passe de plus en plus mal, que c'est de plus en plus dur. Et à mon avis, ça se voit de plus en plus, et peut-être que c'est la crispation qui prélude à l'effondrement, je ne sais pas. Ça serait la lecture optimiste. Il faut bien en avoir une, parce que ça fait honte et ça fait pitié. On est la risée du monde, hein, parce que même aux États-Unis, c'est pas comme ça, sur le 11 septembre. C'est en France. En France, j'ai l'impression que depuis que Bush et les bushistes ont perdu un peu la main aux États-Unis, puisque les colombes ont pris la place des faucons, pour faire la même chose d'ailleurs, mais avec Obama, j'ai l'impression que l'oligarchie des néoconservatrices dures, aujourd'hui, son premier bastion, c'est la France. Ils ont perdu un peu, avec Bush, ils ont perdu un peu le pied aux États-Unis, mais ils ont Sarkozy en France. On dirait que c'est là où ils se sont repliés. On est à la pointe du néoconservatisme en France. Aujourd'hui, Kouchner est plus belliqueux sur l'Iran dans ses déclarations que son homologue américain. Pour appeler un régime qui serait un pays et un gouvernement qui se réclame du gaullisme, ça fait quand même un peu mal au fion. Moi j'ai vu à partir de 85 se mettre en place ce que j'appelle la centrifugeuse, c'est-à-dire marginaliser, exclure, virer tous les gens qui essayaient encore d'avoir une pensée critique et coopter, faire monter en grade tous les tapins, les soumis, les collabos. Et je crois qu'aujourd'hui on est arrivé au contrôle total et global du politico-médiatique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un type pour ouvrir sa gueule, l'idée qu'à Canal+, il pourrait y avoir la moindre dissidence, je parle des journalistes, hein, pas des marionnettes ou des trucs comme ça, que là on est plus dans le spectacle, il n'y a plus un type pour poser une question critique, hein, que ce soit à gauche, à droite, par rapport à ce que je connaissais moi il y a encore 15 ou 20 ans, c'est entièrement sous contrôle. Donc le pouvoir, entre guillemets, se permet tout, quoi. C'est pour ça que je pense à l'URSS. À un moment donné, oui, on est dans le totalitarisme. On sait que... Alors il y a aussi, comme en URSS, la dissidence. On voit vraiment qu'il y a deux sociétés. Il y a la société des médias dominants, les chaînes de télé, Libé, Le Monde, qui matraquent tous les scénarios conformes sur le 11 septembre, sur la grippe, sur la crise financière, sur la nécessité de plus de globalisation, etc. C'est la Pravda, quoi. Et puis, il y a le monde de la dissidence qui, comme en URSS, ne s'occupe plus vit complètement à côté, c'est-à-dire qu'on sait que tout est du baratin, et ça me fait penser, moi c'est pour ça que sur mon site j'ai mis intellectuel français dissident. En fait on est dans cette logique-là aujourd'hui, il y a une dissidence en France comme il y avait en URSS, et puis il y a le système officiel pour les cons, les collabos, ceux qui s'en foutent, et puis on sait que tout se passe ailleurs, quoi. C'est-à-dire que chaque fois que je regarde une émission de débat, etc., je mesure le taux de soumission, de mensonge, de veulerie, et puis après je m'amuse à aller sur internet pour voir la manière dont ça peut être commenté par 2-3 mecs pas mauvais, puis il y a des analyses qui sortent en général où on voit les sorties de tel et tel journaliste, et cette semaine je me suis régalé justement avec le petit épisode Tadei Kassovitz, où là c'était inouï, on aurait dit, ça fait vraiment penser à sous l'occupation, les mecs qui lèvent le bras pour collaborer, genre moi je peux faire mieux que l'autre pour essayer de monter en grade, au lynchage, quoi, hein. C'est-à-dire on voit très bien que là, je me dis peut-être que Victor Robert, avec la manière dont il s'est comporté avec Tadei, se dit peut-être que son espoir c'est de passer de Canal à Ce soir ou jamais. Il peut peut-être se voir à la place de Tadei après, pour l'avoir bien flingué, quoi. Il y a un petit côté procès de Moscou, quoi, qui est en train de se mettre en place. Tadei essaie lui de faire encore un peu son boulot, quoi. Et là, la remontée de bretelles qu'il a eue, le truc c'est pour qu'il ose refaire un coup un petit peu osé, il va falloir qu'il attende là, parce que forcément il a eu... Et ils l'ont sommé de dire je crois à la version officielle, machin, etc. Ils ont insisté jusqu'à lui dire
qu'est-ce que vous pensez, vous, etc. Il a eu le pantalon à mi-fesse, quoi. Il était obligé. Et c'est comme dans les commissariats de police, quoi. Il s'est fait d'abord chauffer par Bicaire, après il est passé dans les bras de Morandini, machin. Enfin, ils se sont mis à 5, 6 ou je sais pas combien pour qu'ils finissent par se coucher à moitié, quoi. C'est assez ignoble, quoi. C'est abject. Et c'est fait toujours par les plus minables, évidemment, hein, comme toujours les collabos, quoi. Dès qu'on voyage, c'est moins pire ailleurs. En Espagne, l'information, notamment par exemple à l'époque où il y avait l'opération Pont d'Urcy sur Gaza, les médias espagnols étaient infiniment plus haut niveau, ils montraient infiniment plus la violence, l'abjection de l'agression israélienne qu'en France. En France, c'est bien pire qu'aux États-Unis, en France. Hein. Parce qu'en France, il y a une marginalité organisée, il y a réellement comment dirais-je, une Amérique de la résistance très structurée. On le voit d'ailleurs sur le 11 septembre. Parce que c'est pareil, il y avait l'ignoble, Tadei étant malin, quand Kassovitz a fait sa sortie, qui est la sortie du type jeune branché qui regarde Canal+, pas Canal+, qui regarde plus justement Canal+, mais le net, et qui a un cerveau qui fonctionne à peu près, qui a chopé des bribes de choses qui l'ont interpellé. Et on avait, pour lui remonter les bretelles, on a eu Ismaël Kadare, qui est un espèce de sous-Solzhenitsyn albanais, qui est l'agent de la CIA depuis toujours, et qui lui dit, quand on lui dit « Et vous, le 11 septembre ?» il dit « ça ne m'intéresse pas. » C'est-à-dire la vérité ne m'intéresse pas, le mec c'est censé être un grand écrivain, je pense qu'il n'a pas été prix Nobel ou pas, la vérité ne m'intéresse pas. Et deux, il dit « Ça me rappelle la propagande soviétique sur l'Amérique. » C'est-à-dire de dire c'est encore des saloperies qui sont dites sur l'Amérique, sous-entendu orchestrées par l'Est. Ce que ce sous-écrivain oublie de dire, c'est que les gens de Riopen, etc., ce sont les Kadaré, les vrais des États-Unis. Ce sont des résistants et des insoumis américains. Les gens qui se battent pour qu'on réouvre le dossier 11 septembre sont des Américains qui résistent au nom de l'Amérique, des pères fondateurs, de la démocratie américaine. C'est en Amérique que ça se joue, que ça se passe. Toutes ces associations, etc. Et en réalité, il y avait un faux dissident qui insultait des vrais dissidents. C'est presque un drame antique, là. Il y avait un moment très fort où chaque personnage incarnait quelque chose. Il y avait le naïf qui disait des choses qui le dépassaient, et puis ceux qui étaient là pour le faire taire, tu vois, avec des arguments tous plus malhonnêtes et spécieux les uns que les autres. Et puis, n'arrivant pas à le faire taire, le Karmitz qui lui dit remettre en cause la théorie officielle du 11 septembre, c'est nier les chambres à gaz, quoi. C'était assez maladroit pour le Kassovitz qui commente en ce moment même le long documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale de Kostel. Ça puait vraiment, quoi. Les maîtres à penser de l'idéologie néoconservatrice sont des anciens trotskistes aux États-Unis, sont des anciens trotskistes des années 60. Ça aussi, c'est une source de réflexion. Cette jonction entre la droite du capital et la gauche libertaro-trotskiste qui est totalement qui s'est faite au moment de la guerre contre Saddam Hussein, c'est quelque chose de très emblématique de la période actuelle, quoi. Cette gauche libertaire qui s'est mise au service de la droite sécuritaire, de la vraie droite, quoi. C'est là où ça fait partie de cette ambiance à la française de fin d'époque, de totalitarisme, de gouvernance globalisée et de trahison de toutes ce qui était respectable dans la gauche française. Et on se dit forcément ça se passe ailleurs maintenant. D'où d'ailleurs Dieudonné, moi, égalité et réconciliation, c'est-à-dire que on se rend compte que les premiers flics du système oligarchique mondialiste aujourd'hui sont plutôt les vieux roublards trotskistes, quoi. Alors il faut produire l'analyse. L'alliance des résistants contre l'alliance des nouveaux flics. Oui. Mais c'est ça, oui. On a des alliances croisées, quoi. C'est tous les résistants qui doivent s'unir contre cette effectivement coalition de flics. Où la droite d'affaires, effectivement, s'est coalisée avec la gauche bobo. C'est mon analyse qui est à l'origine de la création de l'égalité et réconciliation. Ce qui est incroyable, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont persuadés qu'Ahmadinejad est une espèce de monstre et un débile, parce que systématiquement ces discours, il est produit de ces discours dans les médias dominants français, et notamment dans Le Monde, etc., des traductions mensongères, quoi, de ces textes. Alors qu'en fait, il incarne la tradition de tiers-mondiste, de la résistance des pays du Sud à l'impérialisme du Nord, quoi.
C'est-à-dire que les gens qui lui crachent à la gueule aujourd'hui en France sont ces mêmes gauchistes qui auraient applaudi à son équivalent, que ce soit Nasser, Mao, Arafat ou même le Kadhafi de la révolution libyenne. Ces gens-là applaudissaient des deux mains il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ils font partie de la police, quoi. Et surtout, on n'est pas dans le débat, c'est-à-dire qu'ils mentent systématiquement. C'est-à-dire que systématiquement, les discours d'Ahmadinejad sont volontairement mal traduits. Par exemple, il n'a jamais dit qu'il voulait la destruction d'Israël, il a dit qu'il voulait la fin du régime sioniste. C'était l'équivalent de dire que quelqu'un il y a 20 ans, quelqu'un qui voulait la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, ça veut dire la même chose, quoi. La fin du régime sioniste, ça ne veut pas dire la fin d'Israël, ça veut dire la fin de l'apartheid. Voilà. Il me semble qu'à l'époque de l'Afrique du Sud, tous les intellectuels de gauche étaient pour la fin de l'apartheid. Ahmadinejad incarne les gens qui à l'époque étaient du côté de l'ANC, quoi. C'est d'ailleurs les mêmes gens qui sont derrière lui, il faut bien comprendre, il y a deux camps à l'ONU. Il y a le camp des pays du Sud non alignés, avec Ahmadinejad, avec Chavez, et puis il y a tous ceux qui tapinent pour l'Amérique néoconservatrice, aujourd'hui post-néoconservatrice, avec la France en pointe, et notamment la LICRA et M. Prasquier, je crois, qui est celui qui souvent, de façon illégale, c'est-à-dire présent dans les locaux où il n'a rien à faire, comment dirais-je, anime la fronde. Hein. Si vous regardez ce qui s'est passé la dernière fois, il y avait un guignol avec un faux nez et une perruque, qui était, je crois, le président de l'association des étudiants juifs de France. Enfin, c'est n'importe quoi et ça vient de chez nous, quoi. C'est un petit peu angoissant, quoi. Chavez, la gauche n'ose pas trop l'attaquer. De temps en temps, Rue 89 ou Libé, ce qui est la même chose, essaie de le traiter d'antisémite en trafiquant un de ses discours et en faisant des copier-coller. Mais il a encore la bienveillance des trotskistes. On le sait, nous, parce que nous, qui avons pu le rencontrer physiquement à Beyrouth, il nous avait dit venez nous voir quand vous voulez à Caracas, et on a beaucoup de mal à l'approcher parce que les chavésiens officiels en France, pareil, c'est l'extrême gauche trotskiste. Et ils font le barrage pour empêcher les gens qui sont les vrais chavésiens en France. C'est-à-dire Chavez et Égalité et Réconciliation, c'est la même chose. Hein. C'est nationaliste révolutionnaire, républicain nationaliste. Ça, Chavez, c'est très loin de l'extrême gauche trotskiste. Hein. C'est quand même un militaire en uniforme. Mais c'est quand même les petits trotskistes, une fois de plus, qui décident qui a le droit d'aller lui parler ou pas, et qui font le barrage. Donc à la fois, ils n'osent pas trop le critiquer, mais ils font une espèce de filtre pour empêcher les Français qui sont sur sa ligne de pouvoir aller le voir, parler, communier avec lui. Très drôle d'ailleurs que voir au Venezuela, enfin, ce que vous dites, c'est en train de changer un petit peu, parce que depuis un certain nombre d'années, c'est la droite libérale classique qui s'oppose à Chavez de manière très violente, mais aussi les syndicats étudiants d'extrême gauche libertaire qui s'opposent à Chavez en tant que phénomène néofasciste. Oui, de toute façon, ils ont toujours opéré la jonction. Pour savoir de toute façon comment ça marche cette jonction, moi je poserais une question simple. Par exemple, le NPA, qui sont historiquement les trotskistes qui ont été mis en place après mai 68 pour liquider à la fois De Gaulle et le Parti communiste français, c'est-à-dire ceux qui s'étaient joints pour chasser les Allemands et faire le CNR et qui faisaient le rapport gauche-droite de la France du temps des 30 Glorieuses. Nous, on a présenté une liste aux européennes, on nous a demandé d'où venait l'argent. On a fait une seule liste parce que ça coûtait cher, c'était 300 000 €, on ne pouvait pas en faire plus. Ce qui veut dire d'ailleurs que si on a eu la chance que l'Iran soit derrière nous, on en aurait fait 7, hein, mais on a bricolé, quoi. Et jamais personne ne se pose la question de savoir comment cette petite association, que ce soit la LCR ou le NPA, qui peuvent revendiquer quelques centaines de militants qui sont des étudiants qui cotisent quelques picalions, comment ils peuvent se payer cette liste aux européennes, ce qui équivaut à 2 millions d'euros de budget. Jamais personne ne se pose la question de savoir d'où vient l'argent. Hein. Et quand on creuse, on trouve des banques d'affaires multinationales. Pourquoi des grandes banques financières financeraient-elles, même si c'est indirectement, enfin c'est quand même elles qui sont derrière, le parti de Besancenot, révolutionnaire anticapitaliste. On trouve toujours les mêmes schémas derrière les trotskistes. Quand on creuse le financement, c'est toujours la grande finance internationale. C'est déjà ce que Solzhenitsyn écrit sur la révolution bolchevique, pour ceux qui voudraient lire l'excellent ouvrage de Solzhenitsyn en 2 volumes qui s'appelle 2 siècles ensemble. Ce que je remarque, c'est qu'il y a toujours une droite d'affaires et une gauche soi-disant, enfin une gauche plus sociétale que sociale, qui se retrouvent la main dans la main en général, pour empêcher les vraies politiques sociales de se mettre en place, qui souvent d'ailleurs, de façon très logique, sont nationales. Hein. Ce qui d'ailleurs, si on regarde le slogan qu'il y avait là, qui
qui était un slogan de la première période de l'ère, qui était longue vie au nationalisme, qui était de faire comprendre que le nationalisme aujourd'hui, pour des raisons dialectiques, est quelque chose de progressiste qui protège les peuples de la violence de la mondialisation libérale, hein, que c'est pas le nationalisme à l'époque de Barès qui préparait à la guerre de 14, mais que c'est la phase d'après. Il faut avoir compris que le nationalisme c'est progressiste. C'est le slogan de notre prochain slogan, c'est nationaliste de tous les pays, unissez-vous. C'est ça la résistance. Et on voit bien que c'est Chavez, Poutine, Ahmadinejad, d'autres leaders d'Amérique latine. Coréen. Oui, oui. Et qu'il n'y a que une coalition de nationalistes de gauche qui peuvent s'opposer à ce qu'on doit appeler l'Empire. Et là, on trouve à chaque fois, pour s'opposer à cette idée, nos petits amis bobo-trotskistes, que j'appelle les trotsko-mondialistes, qui sont là pour empêcher cette prise de conscience chez notamment les étudiants, les jeunes, les lycéens, etc. Et surtout quand ils osent y penser un peu, là il y a punition physique, puisqu'en général ils ne produisent plus beaucoup d'idéologie, mais par contre pour cogner, empêcher, on l'a vérifié quand on avait voulu défiler avec des drapeaux français dans les manifs palestiniennes, pour qu'il n'y ait pas que des drapeaux algériens, marocains ou du Hezbollah, on a montré que c'était aussi un positionnement de patriotes. On s'est fait interdire de manifs, et par la police, et par les nervis du NPA. Donc on voit à chaque fois cette extrême gauche avec le milieu de la finance, cette extrême gauche avec la police, qui est là pour empêcher le nationalisme de gauche d'exister. Or aujourd'hui, c'est pas un débat théorique. Qui, face à l'empire mondialiste, qui s'oppose réellement à l'empire mondialiste aujourd'hui? Chavez, Ahmadinejad, Poutine, ce sont quoi? Ce sont des nationalistes, hein, et qui travaillent ensemble. Hein. C'est le club de Shanghai, etc. Donc la pratique rejoint la théorie. Là. Le problème, c'est pas l'extrême gauche mondialiste qui s'oppose à quoi que ce soit. Ils ont vaguement un jour proposé la taxe Tobin, comme ça, pour dire quelque chose. On voit bien qui fait le boulot dur, le boulot courageux. Et en France, on n'a pas le droit, d'une certaine manière, l'extrême gauche est là pour nous empêcher d'être des chavistes. Quoi. Tout ça est compliqué, c'est assez bien fait, c'est assez pervers, et c'est assez pénible, quoi, parce que on finit par voir des types à crâne rasé, marchant la main dans la main avec le bétard à la LDJ, aller tabasser à coups de matraque des jeunes filles immigrées des banlieues avec un t-shirt sur lequel il y a marqué Vive la France. On l'a vécu. Et on l'a filmé aussi. D'ailleurs là, petite parenthèse, je crois que ce travail qu'on a fait, où on a pris des risques physiquement pour montrer par l'image et le réel que l'extrême gauche constituée, notamment NPA et la CNT, aujourd'hui cognait les Français d'origine maghrébine dans les manifs, la main dans la main avec l'extrême droite sioniste. Hein. Je pense que c'est parce qu'on a aidé les jeunes Français des banlieues, les jeunes Français sensibles à ces questions, à comprendre le double jeu du NPA. C'est une de nos victoires, on n'en a pas eu beaucoup, mais c'est l'on a eu. C'est la raison, à mon avis, majeure du très faible score de Besancenot aux européennes. Hein. Puisqu'il fait 3,20, je crois, en Ile-de-France, en ayant Drucker. Nous, on fait 1,3 en étant les maudits absolus. Il fait 3,20 avec Drucker et Sarkozy, quoi, comme sponsor. Et je crois que ça, on peut nous l'attribuer directement. Cette jonction du national et des types issus de l'immigration, dont on a été en pointe sur ce combat, elle est faite aujourd'hui. Il suffit d'écouter le libre penseur, défendre le nationalisme français. Je pense que si on a réussi quelque chose, ça on l'a réussi. À faire comprendre aux jeunes issus de l'immigration, aux jeunes Français des banlieues, qu'il fallait qu'ils soient patriotes et qu'ils le disent. Qu'en fait, l'antiracisme institutionnel n'avait eu pour but que d'empêcher leur intégration et leur insertion dans la France, en les poussant à insulter le peuple de France, et qu'en fait, tout le travail de SOS Racisme avait été de créer du racisme entre les Français d'origine immigrée et les Français de souche. C'est-à-dire à pousser les Maghrébins à détester les Français et à les insulter, et les Français à détester les Maghrébins qui les insultaient. Et d'ailleurs, je démontre ça d'une manière assez implacable. La communauté sino-vietnamienne de France est une communauté très structurée, qui n'a jamais laissé les antiracistes professionnels cosmopolites s'occuper de leurs affaires. Et le résultat, c'est qu'il n'y a aucun racisme anti-vietnamien en France, alors que le passif colonial est le même. Hein. Et la seule qui a essayé de commémorer la défaite de Dien Bien Phu à la Goutte d'Or, comme par hasard, c'est Oroya Boutelja, des indigènes de la République, qui a essayé de créer de la haine raciale. Elle est allée commémorer un événement
qui s'est passé en Indochine, et que je fais remarquer, un, de quoi se mêle-t-elle, deux, les Vietnamiens, eux, ont l'intelligence de ne jamais être dans cette logique de repentance ou d'insulte, etc. 3, donc il n'y a aucun racisme anti-asiatique en France. Hein. Et 4, les Vietnamiens n'ont jamais toléré que Bernard-Henri Lévy dise un mot sur la colonisation indo-chinoise. Alors que par contre, sur le Maghreb, il n'y a que ces gens-là qui en ont parlé. Voilà. Et moi, je fais remarquer qu'il n'est pas du tout dans les valeurs de l'islam, de pleurnicher, de demander des réparations. C'est pas du tout la culture. Cette culture a été imposée aux jeunes Français des banlieues originaires du Maghreb par les antiracistes professionnels, dont le rôle a toujours été de créer de la haine raciale. Ces crivines qui disent, je pense qu'il n'y a pas assez de black et de beurre en politique, tu vois. Traiter de black et de beurre des types qui sont soit d'origine tunisienne, soit algérienne, soit originaires du Sénégal, comme si tout ça était la même chose, quoi. C'est la démonstration même du racisme qu'il y a chez ces gens-là. Et le drame, effectivement, c'est que les Français d'origine maghrébine aient été systématiquement manipulés, instruits par ces antiracistes professionnels. Julien Drey, qui était celui qui gérait cette PME du racisme, et visiblement, cette époque des SOS racisme semble être passée. J'expliquerai d'ailleurs plus tard pourquoi. Je pense que l'antiracisme aujourd'hui n'est plus une valeur intéressante pour le pouvoir, parce que l'antiracisme conduit à l'antisionisme. Donc aujourd'hui, je pense que l'antiracisme est quelque chose qui est en voie de liquidation chez nos maîtres à penser. Parce qu'en fait, on voit très bien avec l'assomption de Finkielkraut qu'aujourd'hui, il faut plutôt réhabiliter tout ce qui est ethnique, racine, etc. Et on voit bien aujourd'hui, on le voit en Hollande, en Italie, en Belgique, la main tendue de l'oligarchie sioniste toute puissante aux extrêmes droites racialistes. Parce qu'effectivement, pour sauver aujourd'hui Israël, il faut réhabiliter le racisme, l'ethnisme, la loi du plus fort, toutes ces choses-là. Et donc l'antiracisme, n'étant pas l'intérêt d'Israël, n'a plus d'avenir en France. Parce qu'il faut bien le comprendre, la boussole, c'est quand même ce qui marche en France, c'est ce qui est bon pour Israël, toujours. Tant qu'il était bon de flatter le musulman contre le français de souche, on l'a fait. À partir de la deuxième intifada, où l'islam, le musulman est devenu plus antisioniste que le gauchiste laïque français, il y a eu une inversion d'alliance totale qui s'est opérée, diabolisation du musulman, le foulard, là on a mis avec la burqa, fait par les mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'on l'a vu d'ailleurs avec Kouchner, Finkielkraut, toujours les mêmes, BHL, avec la pétition contre le racisme anti-blanc, par exemple. Et ça, ce qui veut bien dire que si on veut comprendre ce qu'il y a de l'avenir en France et qu'il n'y en a pas, c'est ce qui est bon et qui n'est pas bon pour Israël. Et aujourd'hui, l'antiracisme, c'est mauvais pour Israël, donc l'antiracisme n'a pas d'avenir en France. C'est pour ça qu'on voit les sorties d'Hortefeux, un certain repositionnement, et puis la mode de Finkielkraut. Je crois que Finkielkraut a été poussé en avant, avec cette mode qu'on appelle néo-réactionnaire, parce qu'il aide à réhabiliter une vision du monde qui permettra à Israël de durer un peu plus longtemps. Donc moi je pense qu'il y a des moments comme ça, où, ce que j'appelle des moments d'ailleurs, où des concepts passent de mode, parce qu'ils n'ont plus d'utilité aux gens qui exercent réellement le pouvoir. Et je vous le dis, l'antiracisme, c'est démodé, parce que c'est mauvais pour Israël. De ce point de vue-là, je dois le reconnaître, je suis d'une certaine façon un antiraciste. Tout se désorganise en France sous prétexte de mettre l'efficacité libérale au service de quelque chose qui marchait très bien avant. Parce que je pense qu'avant la Poste marchait pas mal, le train aussi. Et on voit qu'on assiste en ce moment au démantèlement des services publics comme ça s'est passé sous Thatcher en Angleterre, quoi. On est en train de vivre ça en France en ce moment. Et on a pour défendre les postiers le petit Besancenot. Je ne sais pas si ça va suffire. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent qu'il faut augmenter le capital pour pouvoir résister à la concurrence, alors qu'ils ont mis les sociétés en concurrence. C'est-à-dire que c'est vraiment les arguments aujourd'hui. Ce qui est très inquiétant, c'est que les mensonges pour justifier l'extension de la logique libérale et ultralibérale à ce qui reste un peu de ce qu'était la France de l'État-providence, l'argumentation est de plus en plus pauvre. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment soit que le pouvoir peut prendre de plus en plus les citoyens pour des imbéciles, soit que le niveau de capacité d'analyse, de réflexion et de critique du citoyen baisse de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, les types qui viennent argumenter
Là, la poste, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on augmente le capital à cause de la concurrence qu'on a créée. Voilà, donc c'est vraiment un raisonnement parfaitement tautologique. Et je m'aperçois qu'il y a des gens, quand je leur dis, c'est rigolo comme argument, d'ailleurs c'est absurde, ils n'ont même pas analysé le côté aporétique de l'argumentation. C'est comme quand je vois le niveau de l'orthographe des étudiants qui sont censés avoir bac plus 4 ou 5, sur Facebook, des fois je corresponds avec des gens pleins de bonne volonté qui sont censés être des étudiants, ouais, c'est ça, 3 ou 4 ans après le bac. Moi à côté je suis un génie de l'orthographe, alors que j'étais déjà pas très bon. Tout ça, je me dis, on est vraiment dans une société qui est en train de se casser la gueule par tous les bouts. Et on peut peut-être penser depuis le temps qu'on en parle que réellement c'est c'est l'écroulement de ce qu'on peut appeler l'Occident. Si les Chinois et les Indiens nous bouffent, ça sera relativement justifié. Moi, je crois au réseau, à la domination, je crois à cette histoire de pyramide avec l'œil roux, là, parce que c'est le symbole exact de ce que c'est qu'en fait le rapport de force réel de la politique réelle, mais je crois qu'à ce que j'ai vécu et à ce que j'ai vu. Et j'ai vu des réseaux très puissants. Par exemple, je crois que la France est sous domination du CRIF. Hein, ça, je le crois parce que c'est difficile de faire autrement. Il suffit de voir le ligne annuel du CRIF pour en être objectivement persuadé. Hein. Il suffit de voir ce qui se passe avec Dieudonné quand il veut jouer dans un autobus, même plus dans une salle à Lille, et que le CRIF exige de Martine Aubry, qui se couche immédiatement, de l'empêcher même de pouvoir stationner, etc. C'est-à-dire que le CRIF demande, la République se soumet. Moi j'ai connu Elisabeth Lévy, républicaine se réclamant de Marc Bloch. Et c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 5 ans. Elle était sur la ligne de Éric Zemmour, qu'elle déteste d'ailleurs aujourd'hui. Et aujourd'hui elle est sioniste. Il y a 5 ans, elle avait monté, 5 ans un peu plus, mais la fondation Marc Bloch. D'ailleurs la famille Bloch a eu du pif, ils lui ont interdit d'usurper le nom de ce grand patriote français, lui. Voilà. Donc, ce qui est étrange avec les gens comme Elisabeth Lévy, qui a une grande gueule et qui prétend être une intellectuelle et une moraliste, etc., c'est qu'elle est passée d'une position nationaliste renvoyant à Marc Bloch à quelque chose de totalement inverse. Ce que je ne supporte pas, c'est le double langage, la double éthique, le mensonge systématique, et les types qui... et puis le gouvernement français, effectivement, qui se dit qu'il y a une priorité qui est de faire libérer le soldat Shalit, qui est un soldat israélien, et par contre il y a un franco-palestinien en prison dont on ne s'occupe pas, la Palestine n'ayant pas de nation et n'étant pas une nationalité, et lui un Français à 100%. Et celui-là, il peut crever dans les geôles. Et ça, c'est le déshonneur de la France, de la République française, et ça fait honte, ça fait mal, et en plus, ce qui est le pire, c'est que je pense que ça finira mal. Lui, bon, il est moins politique que nous, mais en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'il a identifié une oligarchie mondialiste, financière, capitaliste. Il n'est pas tombé dans le piège de l'antiracisme. Il fait l'apologie du nationalisme. Il défend Le Pen. Il montre bien que si on veut critiquer ce qu'a fait Le Pen, il faut critiquer ceux qui l'ont envoyé. C'était un soldat, c'est-à-dire Mitterrand et la 4e République socialiste de Guy Mollet. Hein. Et il a fait le boulot. Alors qu'il y a 10 ans, ce type-là, sans doute, aurait aboyé contre la colonisation, ce qui est d'autant plus naïf que la colonisation est l'histoire du monde et qu'en plus le Maghreb a vécu plusieurs colonisations successives. La colonisation du Maghreb n'a pas commencé avec la colonisation française, et si les Maghrébins sont des arabo-musulmans, c'est parce qu'ils ont été colonisés par les arabes musulmans au 7e siècle, non, je crois. Enfin, donc c'est pour ça que tout cet antiracisme bonnet qui leur a été imposé quelque part et rentrer dans le cerveau comme nous, on nous a rentré la culpabilité de la collaboration, etc., et à laquelle adhère encore aujourd'hui Ouria Boutelja des indigènes de la République, pour continuer, sans doute sponsorisé toujours par les mêmes, à maintenir la haine entre le français de souche et le français d'origine immigré, pour que jamais il ne puisse être un français à part entière en France, parce que visiblement c'est ça qu'ils veulent. Alors, je ne sais pas si c'est pour servir de 5e colonne au FLN, ou simplement pour faire plaisir au projet trotskiste, qui est toujours fondé sur la haine raciale en réalité. Mais en tout cas, le libre penseur, lui, a dépassé toutes ces manipulations et aujourd'hui est quelqu'un avec qui un nationaliste français de gauche comme moi peut discuter totalement sereinement. Il aurait parfaitement sa place à Égalité et Réconciliation. On a mis d'ailleurs un extrait de son apologie du nationalisme. Et il dit bien d'ailleurs, tout le monde a droit d'être nationaliste au monde, sauf les Français. Oui, c'est vrai.
Bah, moi, après avoir écrit des bouquins pour essayer d'expliquer les dangers de la montée du communautarisme et de l'extension de la logique libérale, parce que c'est les deux piliers de la destruction de l'exception française, hein, libéralisme, communautarisme, j'avais monté cette association. Il y a des gens qui nous ont rejoints, dont vous, et on a réussi en assez peu de temps à former un noyau assez consistant de jeunes types étudiants comme vous, qui en gros n'ont absolument rien à apprendre de moi, enfin, qui ont les moyens, la formation et l'intelligence pour produire cette analyse que j'ai produite. Donc moi, je le dis là, Égalité Agrégation, c'est pas un fait club. Moi, ce que je suis content, c'est de voir que cette association est en train de fonctionner par elle-même, et que moi, je peux prendre un peu de recul et retourner écrire. Parce qu'en fait, j'ai passé beaucoup d'énergie à monter cette structure, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai pris le risque de me rapprocher du Front National, c'est-à-dire d'aller voir la droite nationale, d'aller en banlieue pour essayer de rapprocher ces deux groupes qu'on avait montés l'un contre l'autre pour créer une espèce de bombe de destruction de la France. Souvent les gens n'ont pas tout à fait compris que pour réconcilier des gens, il faut aller voir les gens des deux camps, se faire respecter par les deux camps, et après pouvoir, en étant un médiateur, les faire se parler entre eux. Donc j'ai fait ce rôle de médiation. Je pense que j'y suis arrivé. J'ai réussi à théoriser la notion de gauche du travail et de droite des valeurs, hein, de montrer qu'il y avait deux gauches, la gauche bobo et la gauche du travail qui étaient strictement opposées, la droite financière et la droite des valeurs qui étaient strictement opposées, et que le salut pour moi de la France, c'était la convergence de la gauche du travail et la droite des valeurs contre quelque chose qui a déjà créé son union et qui est le pouvoir effectif aujourd'hui, qui est le couple Carla Bruni-Sarko, et qui est la gauche bobo alliée à la droite d'affaires, ce que j'appelle moi les trotsko-mondialistes et les mondialistes qui aiment les trotskistes. C'est Attali flattant Besancenot, et Besancenot les champs de cul d'Attali. On a toutes les vidéos pour vérifier que tout ça existe. Donc j'ai produit cette analyse en disant voilà, c'est plus une question de gauche et de droite. Aujourd'hui c'est plus complexe, c'est d'un côté cette gauche du travail, cette droite des valeurs qui doivent résister ensemble, et ça ressemble d'ailleurs à Chavez, hein, contre cette union de la gauche bobo et de la droite financière. Et c'est exactement ce qu'on voit, toute la gauche bobo qui a rallié Sarkozy, on le voit bien, qui a appelé à voter pour lui. Donc tout ça n'est pas délirant, c'est vérifié. J'ai fait ce travail, j'ai produit la théorie. Dans les actes, ça s'est fait, puisqu'on a réussi à montrer avec la liste, par exemple, antisioniste, on a réussi à mettre sur une même liste des patriotes français de gauche, de droite, issus de l'immigration, catholiques, laïcs. Donc on a montré que c'était possible. Donc maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir prendre un peu de recul, parce que j'ai un livre à écrire et que je voudrais pouvoir me retirer un peu plus, que cette association fonctionne un peu plus de façon autonome, et peut-être que pour ça, il faudrait qu'à un moment donné, elle mute en parti politique. Alors moi, je ne suis pas un technicien de ça, mais comme on a un bureau national, un comité central, etc., je sais qu'en ce moment, ça travaille à un programme très détaillé sur tous les points, et aussi à l'idée effectivement de devenir un petit parti politique, ce qui permet de présenter des candidats à des élections, non pas d'ailleurs pour aller croire à l'électoralisme, mais parce que quand on va à une élection, on l'a montré pour les européennes, l'État, qui est obligé de simuler le jeu démocratique, et nous donne un temps de parole, et finalement on se retrouve financé par l'État, le pouvoir, on va dire, pour lutter contre lui et le critiquer. Donc l'intérêt des élections, c'est pas de dire on va prendre le pouvoir par les urnes, on sait que c'est absolument faux, ça ne passera pas comme ça, mais par contre c'est que l'organisation de la démocratie, d'opinion telle qu'elle est, où il faut qu'il y ait des élections de temps en temps, fait que, notamment là, pour les européennes, l'État prend en charge le boitage de 6 ou 7 millions de tracts de propagande. Donc les élections, c'est le moyen d'avoir des tribunes pour s'adresser aux gens. Et être un parti, ça permet effectivement d'améliorer, d'optimiser cette tendance-là. Et que là, je le redis, c'est pas du tout de l'électoralisme, c'est effectivement de pouvoir s'adresser à des gens au-delà d'Internet et comment dire, payé par le système. C'est pas mal d'être payé par le système pour le critiquer, c'est assez agréable. Donc dans cette idée-là, on peut penser effectivement qu'on va essayer à un moment donné, dans pas très longtemps, de transformer ER, qui est une association de 1901 pour l'instant, en parti politique. Si vous participez à une élection, ben vous avez une tribune, on est obligé de vous donner un peu la parole. Je crois que ça a été, on l'a bien vu d'ailleurs avec Le Pen, si à un moment donné on a entendu une voix dissidente en France qui en fait osait encore avoir une vision du peuple et de la nation qui correspond en fait à celle qui était de centre-gauche dans les années 30-50, et c'est parce que le Front National a décidé de devenir un parti électoraliste.
Le Pen a eu des tribunes, il a pu s'exprimer et faire passer quelques idées. Et sur le plan effectivement du pouvoir, ça lui a rien amené, même si à un moment il a fait 15, même s'il a été au deuxième tour en faisant presque 18, mais il a pu s'adresser au peuple de France sur des médias, comment dirais-je, majoritaires, ce qui, s'il était resté une petite structure privée et qui essaye d'acheter de l'espace, cet espace on ne lui aurait pas vendu, puisqu'en plus il ne suffit pas d'avoir l'argent pour l'acheter, mais en plus il n'aurait pas eu les moyens. Donc la politique politicienne sert à ça, à accéder à une tribune. Donc de ce point de vue-là, je pense que notre rôle à nous, c'est de faire de la pédagogie et d'essayer d'élargir notre auditoire. Alors pour l'instant, on a les petites conférences, on a Internet, on arrive à toucher des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de gens parfois. Je pense qu'on a des vidéos qui ont touché 100 000 personnes. Il y a des compteurs, donc c'est marrant de voir effectivement des vidéos qui ont été vues 100 000 fois. Mais si un jour on peut avoir... Par exemple, si aux Européens on avait eu les moyens de faire 5 listes au lieu d'une, on avait droit à des spots télévisés. Ce qui veut dire que là d'un seul coup, l'État nous offrait des millions de minutes télé, quoi. Et c'est ça l'idée de mettre un pied dans la politique au sens de parti politique, c'est d'élargir notre auditoire et se payer par le système. Si vous voulez avoir un petit spot qui passe à la télé, je vous dis, soit il faut des milliards, ça coûte des milliards, et en plus on ne vous vendra pas l'espace, parce qu'il y a des moyens de... Mais par contre, si vous avez réussi à être un parti et à présenter des candidats, et ben, on vous doit la tribune. Hein. Ça fait partie des... On joue avec la démocratie, quoi. Alors sur la question qu'on m'a souvent posée sur assimilation ou communautarisme, déjà comment dirais-je, on n'a pas le choix contre ces deux extrêmes en réalité. Parce que c'est un piège, parce que l'assimilation, c'est là où moi je rejoins pas Zemmour, parce que c'est un peu de la rhétorique chez Zemmour. Pour croire à l'assimilation, il faut croire encore à la vision qu'avait Jaurès du monde, c'est-à-dire la France, vecteur du progrès, le progrès comme destin inéluctable de tous les peuples dans une vision matérialiste historique, et donc le nationalisme français, c'est la même idée qu'avec l'assimilation qui va avec, nous apportons un modèle de civilisation supérieure à des gens qui sont sur un modèle inférieur, c'est-à-dire un arabo-musulman du Maghreb arrive et on lui dit tu vas avoir la chance de t'élever au modèle républicain français. On faisait ça de bonne foi, et je ne le critique absolument pas au moment de la Troisième République. Aujourd'hui on ne peut plus le faire, parce qu'on a progressé sur le plan de la critique du progrès, sur le plan de la culture ethnologique, et qu'on se rend compte que le matérialisme historique en disant finalement c'est un progrès quand un guerrier berbère devient un employé de banque en cravate, on n'y croit plus. Et donc le modèle assimilationniste comme ça, sûr de lui-même et dominateur, ne marche plus. Voilà. Non seulement il ne marche plus, mais les cadres de la République française n'y croient plus, les Français n'y croient plus vraiment, donc je ne vois pas comment on peut convertir des étrangers à une religion à laquelle on a cessé de croire, parce que l'assimilation c'est une conversion en réalité. C'est une conversion à ce que j'appellerais le panfrancisme, qui est en fait une conversion à l'universalisme français, qui est une très belle idéologie, qui a fait la Révolution française, qui a fait des tas de choses positives en Europe, l'individu citoyen, etc., etc., mais aujourd'hui qui est arrivé un peu à la fin d'un cycle. Et donc le problème c'est comment faire d'une personne qui arrive du Maghreb musulman, un patriote français sincère, sans l'obliger à devenir entre guillemets un républicain français style Troisième République, alors que moi-même je sais que ce républicain style Troisième République est un modèle dépassé, critiquable, etc. Alors évidemment, nous on fait du transcourant et on essaie de produire de la modernité, donc on se dit, le piège dans lequel nous nous enfermer, c'est de dire l'assimilation n'est plus possible, donc c'est le communautarisme. Et là on est dans une vision à l'anglaise, genre juxtaposition de communautés, voilà, dans un pays qui s'appelle l'Angleterre, avec des gens qui, effectivement, un Pakistanais vivant en Angleterre et qui se dit j'en ai rien à foutre de l'Angleterre, de la reine d'Angleterre, quoi. Je vis là, ça c'est la vision communautaire. Et je crois qu'on n'a pas le choix entre l'assimilation Troisième République et le communautarisme anglais. On peut trouver quelque chose qui correspond à la réalité française aujourd'hui et que j'appelle moi de mes voeux avec Égalité et Réconciliation, qui est de dire aujourd'hui il faudrait que
il y ait en France des gens issus d'origines diverses, mais qui soient tous des patriotes français. Il y a des patriotes français de souche catholique et des Français d'origine immigrée musulmans, mais qui soient tous patriotes. C'est ça, et l'idée qu'il y aurait un Français musulman patriote, main dans la main avec un Français catholique patriote, et que l'amour de la France, et de cette France justement qui a été capable d'accepter en son sein des gens d'origine diverse, et c'est l'histoire de France en plus, et ce depuis Mazarin, etc., fait que c'est possible en France, et pas spécialement en Allemagne, et pas spécialement en Angleterre. C'est-à-dire que la France est un pays qu'un étranger peut aimer très facilement et très vite, sans pour autant renoncer à sa religion, par exemple. Donc nous, c'est pour ça que j'avais eu ce débat avec le recteur Brou là, à Bordeaux, c'est-à-dire, voilà, vous devez, puisqu'en réalité c'est ce que je ressens chez les gens qu'on fréquente, nous on fréquente des tas de Français d'origine maghrébine qui sont sincèrement patriotes. Et on le voit bien même dans nos élites sportives, on voit des types qui ont les larmes aux yeux à embrasser le drapeau, parce qu'ils ont gagné une compétition ou qu'ils ont fait une médaille, et qui sont des patriotes sincères et qui sont des musulmans issus du Maghreb. Et les types, moi je sais que c'est vrai parce que je ne fantasme pas, j'ai rencontré beaucoup de jeunes des quartiers, de banlieues, issus du Maghreb, et qui sont aujourd'hui totalement des Français, patriotes français, qui ne se voient pas retourner dans leur pays d'origine. Pour eux, leur pays c'est la France, et qui me disent j'adore les paysages français, le fromage français, je suis un Français, j'aime ce pays. On avait mon Chipour qui était comme ça d'ailleurs, et qui dit mais par ailleurs je suis musulman. Voilà. Alors évidemment si on est dans le fantasme, on dit musulman c'est une nation, et c'est au-dessus c'est pas une religion, c'est une nation, et donc il ment. Et là je fais remarquer qu'en réalité, même si c'est dans la théorie de l'islam, l'islam serait au-dessus des nations, en réalité dans la pratique, les musulmans internationalistes qui ont essayé toujours de se situer au-dessus des nations sont toujours fait botter le cul par les nations musulmanes. Et si Tariq Ramadan était en Suisse et aujourd'hui en Angleterre, c'est qu'il aurait beaucoup de mal à prétendre être un internationaliste musulman aujourd'hui en Égypte. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que la réalité, c'est qu'en réalité, il n'y a que des islams nationaux, et ce depuis en plus la fin du califat, c'est-à-dire la chute de l'Empire turc. Hein. Donc moi, je suis dans le réel, je rencontre beaucoup de jeunes gens pleins de qualités issus de l'immigration qui sont aujourd'hui des patriotes sincères et à qui je n'ai pas envie de dire soit tu deviens un laïcard con comme un instit laïcard français d'aujourd'hui, parce que souvent c'est vraiment des blaireaux, soit tu es un communautaire et tu renonces à la France. Je trouve que cette alternative est grotesque et c'est malheureusement l'alternative assimilation ou communauté. C'est un faux choix. En réalité, il y a une troisième voie qui est le patriotisme français sans renoncer à la religion de ses pères. Voilà. Et je crois même d'ailleurs que à un moment donné, notamment si on parle de Marc Bloch, cette possibilité existait avec ce peuple qui est réputé pour avoir la nuque raide au niveau de la volonté de rester fidèle à ses origines, qu'elles soient mythiques ou religieuses ou réelles, qui étaient les juifs patriotes, Marc Bloch, et que c'était quelque chose qui existait énormément en France avant l'époque pétainiste et avant la réaction anti-française, qui d'ailleurs n'a pas eu lieu, contrairement à ce qu'on peut croire, après la guerre, mais à partir des années 80 avec l'idéologie française de Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire que moi je crois que le ressentiment anti-français des Français de confession juive, même s'il peut se justifier partiellement par le pétainisme, comme en réalité les gens qui ont vécu l'époque savent que 85% des juifs ont échappé à la déportation et que beaucoup de Français ont protégé les juifs, en réalité, aujourd'hui, les juifs qui sont hostiles à l'assimilation, qui sont hostiles à la France, sont plutôt des jeunes juifs séfarades qui ont été fanatisés pour des raisons politiques pour en faire des sionistes. Hein. Mais en réalité, la période gaulienne d'après-guerre prouve que la réconciliation nationale s'était opérée. Car en fait, la haine de la France de Vichy, qui est aujourd'hui confine à l'hystérie, est quelque chose qui se déclenche à partir de après l'élection de François Mitterrand. Et il y a toute une période 45-80 où la réconciliation s'est faite et où il n'y a pas de problème. L'exemple le plus parfait étant René Goscinny, qui est quand même l'inventeur d'Astérix et qui est un Français d'origine juive. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas plus patriote dans sa création que le créateur d'Astérix, qui est Goscinny. Hein. Et ce qui a été possible avec des juifs peut être possible avec des musulmans. Parce que dire l'islam est un nationalisme
ça peut pas quelque chose qui peut s'accoler à une nation. Dire ça, on peut dire exactement la même chose du judaïsme. Alors moi je crois qu'il y a eu des juifs français patriotes et qu'il y en a. J'en connais, il y en a eu, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Aujourd'hui, il y a Éric Zemmour, par exemple, et il y a de même des Français d'origine maghrébine et de confession musulmane qui sont aujourd'hui des patriotes sincères. Et cela, je dis, on doit absolument leur tendre la main pour des raisons morales et politiques. Hein. Et moi, je ne vois pas où je puiserais la méchanceté de refuser, comment dirais-je, de la fraternité d'un type issu d'un autre pays, souvent d'ailleurs qu'on a colonisé, qui parlait déjà ma langue, etc., et qui dit « j'aime la France est mon pays », et qui prouve par sa vie de tous les jours qu'il est un patriote français sincère, notamment dans le sport. On avait l'exemple très beau de ce garçon qui a fait une médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques en athlétisme, et qui prie d'ailleurs, parce qu'il est musulman, sur le drapeau français. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a des gens que ça a choqué. En fait, il prie sur le drapeau français, qui est la marque suprême du respect du drapeau. Hein. En disant oui, il nous fait sa prière sur le drapeau, il marche sur le drapeau, ou même que les médias ont été très discrets sur cette médaille d'argent, qui était quand même une des seuls résultats qu'on a eu en athlétisme, parce que le type est un Français d'origine maghrébine et de confession musulmane. Pareil, Ribéry, qui est aujourd'hui un de nos meilleurs éléments en foot, on ne parle pas trop du fait qu'il est converti à l'islam, et qu'il est musulman. Hein. Et en plus, lui, c'est un converti. Et que quand il joue pour l'équipe de France, il mouille le maillot. Hein. Je veux dire, voilà. Donc, je voudrais qu'on sorte du piège assimilation stricte, style Troisième République, ou communautarisme à l'anglaise, parce qu'en fait, ça ne correspond pas à la réalité. Et cette alternative que nous a proposée est un piège. Hein. Et c'est le piège qui, effectivement, met face à face des laïcards insupportables, et puis des identitaires énervés. Voilà. Et moi, si j'ai produit cette troisième voie, c'est pas par angélisme, c'est parce que elle correspond à la réalité que j'ai vécue. Je rencontre de plus en plus de jeunes patriotes français issus des banlieues, du Maghreb et de confession musulmane. Et d'ailleurs, le libre penseur en est l'exemple, puisqu'il fait je pense que c'est un patriote. Et de même qu'on a pu compter sur nos tirailleurs sénégalais pour gagner certaines batailles, notamment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je crois que nous avons cet apport de jeunesse qui a des valeurs un peu plus classiques d'ailleurs que les nôtres, beaucoup moins dégénérées d'ailleurs sur la question de l'honneur et même du nationalisme. Je crois qu'il est plus facile d'amener un franco-maghrébin au nationalisme, parce qu'il a déjà ce nationalisme en valeur absolue en lui, de l'amener au nationalisme français, qu'un bobo français au nationalisme. En réalité, les plus hostiles au nationalisme en France sont les bobos français, hein, qui ricanent en disant que le nationalisme est un truc de ringard, de crétin. Je n'ai jamais vu, moi, un gars de banlieue ricaner sur le nationalisme. Il peut par contre mettre un certain temps à arriver au nationalisme français. Mais d'ailleurs, pourquoi met-il autant de temps à arriver au nationalisme français? Parce que tous les cadres laïcards de l'éducation nationale, plus les manipulateurs trotskistes, l'ont appris à haïr la nation française. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois j'étais face à Malek Bouti chez Tadei, et il a fait un éloge du Front de libération nationale algérien. Il a dit le nationalisme c'est bien quand c'est du nationalisme d'émancipation du tiers-monde, et c'est mal quand c'est du nationalisme post-colonial, impérialiste, et notamment français. C'est-à-dire, les Algériens ont le droit d'être nationalistes, les Français non. C'était le discours de Malek Bouti. Malek Bouti est un petit malin, et un type qui ne peut même pas mettre les pieds en banlieue. Il dit simplement, vive le nationalisme de mon pays d'origine, et toi, à mort ton nationalisme, parce que je suis là pour te baiser. C'est ça que ça voulait dire, hein, et dialectiquement et ailleurs, parce qu'en tant que membre du Parti Socialiste, quoi, et d'une certaine clique, effectivement, qui passe son temps à cracher sur la France. Mais là où je rassure nos auditeurs, Malek Bouti n'est pas du tout écouté par les jeunes Français originaires du Maghreb et de confession musulmane. Hein. Il n'en représente rien pour eux. Après le choix assimilation-communautarisme, il y a cette nouvelle voie qui est le patriotisme français dans le respect des origines et des différences. Voilà. Et ça correspond un peu à ce qui était l'affiche de l'Empire français, un empire trois couleurs. Ça correspond finalement à la vision finalement de Le Pen contre celle de De Gaulle. C'est assez marrant d'ailleurs, c'est de voir que le type de droite dans l'histoire, c'est plus de Gaulle que Le Pen. C'est pour ça que moi j'ai pu me rapprocher du Front National à un moment donné, parce qu'il y avait cette idée, chez les gars bien du Front, qui était l'immense majorité, que un patriote français était respectable, quelle que soit sa religion et sa couleur. Voilà. Et nous, on est sur cette ligne-là, qui est la ligne que je crois respectable, avec laquelle je me sens bien. De ce point de vue-là, je dois le reconnaître, je suis d'une certaine façon un antiraciste. Même si je critique l'antiracisme institutionnel et l'idéologie antiraciste, il n'y a rien que je trouve plus émouvant de voir un Français
d'origine africaine, parlait un français très châtié, être de nationalité française et avouer son amour du drapeau. Je me dis, la France est cette nation qui est capable de faire des patriotes français avec des gens de toutes origines. Pareil, j'ai des amis patriotes français qui sont d'origine vietnamienne. Et d'ailleurs, c'est un phénomène assez courant, de voir que souvent les types les nationalistes les plus fervents sont souvent des Français récents. Il y avait Monchipour qui disait « Je sais tout ce que je dois à la France », lui qui était d'origine iranienne, je crois. Et il ne faut pas oublier que si on veut lutter contre le danger de la destruction du nationalisme en France, le problème numéro un à identifier, ce n'est pas le Français d'origine immigrée issu d'une société patriarcale et qui accepte très bien ces valeurs viriles et nationalistes, mais c'est l'idéologie bobo-trotskiste, hein, c'est-à-dire le petit Français bobo et le manipulateur antiraciste professionnel qui, lui, est... Enfin, ces deux personnages qui sont d'ailleurs couplés, hein, c'est Besancenot et Krivine, hein, c'est le bobo et son parrain, parce qu'il y a le parrain toujours au-dessus, derrière et au-dessus. Eux, ce sont les vrais antinationalistes, il n'y a pas de problème. Ce qui est d'ailleurs assez abject, parce que je veux dire, que serait Besancenot sans la préférence nationale? Il ne pourrait pas être fonctionnaire des postes. Ça va là? Ouais. Ouais, ça va bien. C'est un peu long, mais bon, c'est un bâton rompu. Quand on dit nation, on fait référence à Valmy, hein, c'est pas pour rien qu'à un moment donné je m'étais un petit peu accolé. On veut parler du peuple. Hein. C'est le nationalisme, c'est le nationalisme populaire. Je ne sais pas qui avait dit la nation est la dernière chose qui reste aux pauvres, je crois que c'est Jaurès. Enfin, voilà, le nationalisme en France est une histoire de gauche en réalité. Hein. On sait très bien, ça vient de la Révolution française, ça vient de Valmy. C'est le sujet du roi contre le citoyen de la nation. On voit très bien que ce qui est de droite, si on veut faire un échiquier gauche-droite, c'est le sujet du roi, c'est de droite, et c'est la conception anglaise, c'est la conception monarchique, etc. Et puis le nationalisme, c'est nous qui l'avons inventé, ce que j'appelle le panfrancisme, l'universalisme français. Il est originaire de la gauche et il veut dire peuple. Hein. Nation, un nationaliste, c'est quelqu'un qui veut défendre son peuple. Hein. C'est-à-dire, en général, les gens qui travaillent d'ailleurs. Peuple, ça veut dire, pour moi, c'est les forces productives. Ce qui veut dire prolétariat, artisans et petits patrons. Et tout ça, on le comprend très bien quand on lit réellement, quand on lit l'histoire de France et qu'on lit les Proudhon, les Jaurès, les Blanqui, on a tout ça. En fait, il y a deux choses qui ont dévalorisé le nationalisme, c'est la guerre de 14, ça a été l'esprit cocardier a amené au bain de sang de 14 à la revanche. Bon, on avait perdu l'Alsace-Lorraine quand même, il y avait un truc quand même. Et puis après, le baratin trotskiste qui, sous prétexte d'internationaliste, c'est-à-dire de solidarité internationale des travailleurs, on convertit ça en idéologie de la haine des nations. En réalité, même l'internationalisme prolétarien, c'est la solidarité des nations travailleuses contre le capital lui-même international. Hein. Donc c'est pas la haine des nations, la destruction des nations, qui finalement s'est réduit à la fin à l'idéologie du métissage. On voit bien que quand on enlève tout le sérieux marxiste et de l'internationalisme, on arrive au métissage bobo-trotskiste, hein, c'est-à-dire l'apologie du métissage. Alors que dans l'internationalisme prolétarien bien compris, c'est la solidarité des prolétaires de toutes les nations, parce que lui-même, on a compris que le capital lui-même était apatride. Hein. Donc c'est pour d'ailleurs on le comprend bien aujourd'hui. Si aujourd'hui il y avait une charte syndicale européenne, ça serait comprendre que pour éviter le dumping social, chaque syndicat national signe un accord avec le syndicat du pays à côté pour ne pas accepter des transferts de travailleurs à moindre coût et de se servir de jaune par rapport à la nation d'à côté, par exemple. Tu vois, que les Roumains servent de jaune, les travailleurs roumains servant de jaune aux travailleurs français, etc. Donc on verrait bien que ça serait quand même des accords de nation à nation. Et donc il y a ces deux frontières. Donc nous, on est des nationalistes au sens de gauche et au sens populaire, social,
travaille. Et effectivement, on a deux pièges à éviter. Le piège du nationalisme cocardier, impérialiste, qui n'est pas du tout d'ailleurs dans la tradition française, puisque la seule fois, nous, on a été des conquérants, c'était pour propager la Révolution française, ou monarchie d'Europe qui nous entourait à l'époque napoléonienne. Mais on n'a pas la conception nationaliste allemande, qui est très associée à la race, et qui dit de Clan Liberales, c'est-à-dire la nation allemande au-dessus de tout. Nous, c'était les valeurs de la Révolution française exportées pour l'émancipation de tous les peuples, de toutes les nations du monde. Donc il n'y a vraiment aucun complexe à être un nationaliste français. Et voilà, donc nationaliste français qui dit, à part la parenthèse cocardière qui amène à la révolution de 14-18, où on peut critiquer un certain nationalisme qui a amené à la guerre, mais je dis là, on avait quand même eu la défaite de 70 et la perte de l'Alsace-Lorraine, l'Alsace-Moselle, toujours discuté, donc qui se justifie un peu. Après, on a comme antinationalistes virulents qui systématiquement assimilent le nationalisme français au fascisme en faisant semblant de croire que le nationalisme français c'est le nationalisme allemand. Et c'est toujours pareil, c'est les trotskistes. Donc quand on dit nation, nous on veut dire peuple. Voilà, il n'y a pas de problème, et on sait d'ailleurs très bien qu'il n'y a de vrais nationalistes que les gens du peuple, parce qu'on sait très bien que l'oligarchie mondialiste, quand George Bush parle de l'Amérique, il ne parle pas des intérêts des Américains, il parle de l'intérêt de l'oligarchie mondialiste qui loge actuellement comme un ver dans une pomme aux États-Unis. La guerre d'Irak n'a pas été faite pour le peuple américain, elle a été faite pour les intérêts de l'oligarchie mondialiste actuellement logée en Amérique, parce que c'est là qu'est le levier du pouvoir. Donc en fait, il n'y a de vrai nationalisme que le nationalisme de gauche et le nationalisme populaire et du peuple, et on doit toujours se méfier terriblement du soi-disant nationaliste oligarchique et du nationalisme d'en haut. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, les bourgeoisies ne sont jamais nationalistes, elles sont toujours compradors et cosmopolites. On l'a bien vu avec les petites manifs qu'il y a eu en Iran. On a réussi à faire descendre dans la rue les étudiants de la bourgeoisie et la bourgeoisie de Téhéran, parce que la bourgeoisie, tu le sais toi puisque tu viens d'un pays d'Amérique latine, la bourgeoisie est toujours collabo de la puissance occupante et n'est jamais nationaliste. Puisque l'intérêt de l'élite brésilienne ou de l'élite péruvienne, c'est toujours d'aller de coucher avec les Américains. C'est toujours comme ça, le nationalisme vient toujours du peuple. Et sinon, c'est de la manipulation et du mensonge. Donc de toute façon, je ne crois qu'au nationalisme populaire. Le reste, c'est le bourgeois et le capital est toujours un traître à la nation, surtout dans un capitalisme mondialisé où l'intérêt, le profit est forcément au-delà de la nation et contre la nation. C'est-à-dire qu'un patron de PME aujourd'hui qui a le sens de la solidarité nationale ne peut pas devenir un spéculateur financier. On voit très bien qu'il y a immédiatement un rapport entre patriotisme et échelle économique moyenne. Et que par contre, un grand patron est forcément un antinational. On le voit même avec Michelin. Si Michelin veut rester le premier fabricant de pneus et maintenir ses actions et rester une boîte qui est une multinationale, il doit délocaliser, il doit persécuter, trahir, abandonner le travailleur français, il doit même cesser, il doit faire en sorte que Michelin même cesse d'être une boîte nationale, parce qu'en réalité, quand on nous parle des multinationales françaises, elles n'ont de multinationales françaises que le nom, puisqu'en fait elles sont ouvertes au capital, à tous les capitaux, et en général dedans, il n'y a pas de noyau dur français. Donc qui dit finance, qui dit capitalisme, qui dit bourgeoisie, je parle de bourgeoisie dominante, dit toujours antinationale. Et d'ailleurs c'est là où se rejoignent, une fois de plus, la droite d'argent et la gauche bobo, c'est-à-dire les trotskistes et les mondialistes, les internationalistes trotskistes et les mondialistes financiers, parce que tous deux ont intérêt à liquider la nation, et en réalité, c'est-à-dire que le capital a intérêt à liquider la nation, qui est un frein à sa prédation, ce qu'Attali nous fait très bien comprendre, et le trotskiste est payé par le grand capital pour aider à détruire la nation, mais évidemment avec un baratin social et un baratin de gauche, il ne peut jamais avouer qu'il fait le tapin pour la finance mondialiste, mais soit il le fait d'ailleurs de bonne foi et il est un idiot utile, soit il est un agent. Et je pense moi chez les trotskistes qu'en bas ils ne comprennent pas la manipulation et qu'en haut ils la comprennent très bien. Et je vous dis, quand je lis Solzhenitsyn et l'histoire de la révolution bolchevique, je vois que c'est les mêmes enjeux là-bas et le même genre de rapport. Et ça, il faut bien le comprendre. Je veux dire, il n'y a de national que le populaire, et dans l'antinational qui mène le jeu, c'est le capital qui est par définition apatride et mondialiste, et celui qui fait le tapin pour lui,
et qui détruit la nation avec des alibis auxquels peuvent être sensibles le peuple, les jeunes et les gens émouvants, parce qu'on ne peut pas détruire la nation au nom du saint profit, et bien effectivement ceux qui font le boulot, c'est les gauchistes. Alors dans ces gauchistes qui font le boulot, il y a ceux qui ne comprennent pas le sale boulot qu'ils font, c'est triste mais c'est toujours comme ça, et ceux qui le comprennent très bien. Et nos ennemis sont ces élites trotskistes qui savent très bien le sale boulot qu'ils font pour le capital, et qu'en détruisant la nation, ils s'en prennent en réalité au peuple, pour que le peuple soit à poil et les mains attachées dans le dos face au capital mondialiste qui a un projet, qui a pour eux le projet qui expose très bien Attali, hein, c'est-à-dire le nomadisme, c'est-à-dire que toutes les petites gens du monde soient corvéables à merci et dans le temps, comme c'était déjà le cas, et dans l'espace. Hein, c'est-à-dire, vous travaillez comme on vous dit, quand on vous dit, c'est-à-dire travail partiel, travail jusqu'à la mort, et où on vous dit, c'est-à-dire c'est pas parce que vous êtes français que vous allez travailler en France. Si on a besoin de vous en Roumanie, vous allez en Roumanie, etc. Et ça, c'est l'idéologie Attali, c'est l'idéologie cosmopolite, c'est l'idéologie nomade, qui est la même chose, et qui a besoin, pour exister pleinement et faire triompher pleinement le capital et sa logique, de détruire les nations qui sont la protection, la seule, et dernière et meilleure protection pour les peuples. Le Front National, grosse question. Qu'est-ce que je suis allé faire là-bas? Est-ce que je suis Front National, pas Front National? Est-ce que je l'étais? Est-ce que je le suis plus? J'ai entendu tout et n'importe quoi, que j'y suis allé pour le détruire, que j'y suis allé parce que je suis un facho. Alors en fait, il faut être clair. Dans la logique de la résistance du peuple français qui avait dit non au référendum sur Maastricht et qui avait amené Le Pen au deuxième tour comme opposant, on va dire, au système, moi j'étais persuadé que pour les présidentielles, le seul candidat d'opposition au système derrière lequel il fallait marcher si on voulait être efficace, c'était Le Pen. Et ça, je le pense toujours, et j'y suis allé sans aucun complexe dans cette logique-là. Une fois que je me suis rapproché du front, je me suis très bien entendu avec Le Pen comme homme, c'est important. J'ai rencontré un type cultivé, charmant, beaucoup plus fin que l'image qu'on peut en avoir à cause de la manipulation médiatique, assez élégant, assez gracieux, assez artiste, avec qui je me suis très bien entendu, et qui m'a dit « Alain, j'aime bien ce que tu fais, voilà ». Et donc ça a donné le discours de Valmy, qui était quand même, dans mon esprit, j'essayais d'amener le front justement à être, comme l'île de Benoît, le parti qui défend les gens d'en bas, donc ni de gauche ni de droite, surtout pas libéral. Et Valmy, Le Pen a dit ce discours magnifique. Pour moi, c'était, je me suis dit, je peux faire quelque chose pour essayer de ce Front National qui est composite, d'essayer de le tirer vers le nationalisme républicain, le nationalisme de gauche, le nationalisme social, sachant qu'il y a tout ça là-dedans et d'autres choses. Hein. C'était essayer de peser pour qu'il aille plutôt de ce côté-là. Voilà. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens qui s'opposaient le plus à moi à l'intérieur du front, alors que j'essayais, à travers déjà Égalité et Réconciliation, d'amener des jeunes au nationalisme et au patriotisme, notamment des jeunes issus de l'immigration, etc., dans cette même tradition, un empire trois couleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient très hostiles à moi à l'intérieur de façon très discrète, et que ce n'était pas, on va dire, l'extrême droite du front tel qu'on l'identifie à l'extérieur, Jean Gollnisch, mais que c'était en fait, mon plus grand opposant était Louis Alliot, farouchement hostile aux Maghrébins, aux Français d'origine maghrébine, et se voyait bien, lui, dans un rapprochement un peu à la hollandaise, à la belge, ou même un peu à l'italienne, un rapprochement avec les sionistes, quoi. Parce qu'on a bien remarqué que quand l'extrême droite devient anti-musulmane et pro-sioniste, d'un seul coup, elle est moins maltraitée par les médias. Et je comprends que des gens qui ont été très maltraités pendant des années se disent « Bon, bah, j'aime pas les immigrés d'origine maghrébine parce que je suis un pied noir, j'ai été chassé d'Algérie, donc il y a des raisons objectives. Donc si on me laisse le droit de dire du mal des Maghrébins parce que depuis la deuxième intifada, on a intérêt à diaboliser l'islam, bon, bah, si ça sert les intérêts sionistes, ça sert aussi les miens. Voilà, donc il y avait cette espèce d'ambiance. Et en fait, dans l'entourage de Marine, je me suis rendu compte effectivement que des gens pensaient sans doute que l'avenir du front, c'était une normalisation qui passait par une sionisation. Et effectivement, maintenant, il y a des spéculations que les marinistes attendent effectivement le départ de Le Pen pour effectivement normaliser le front, c'est-à-dire être réintégré dans l'arc républicain, ce qui consiste en fait à abandonner certaines positions du front d'insoumission sur des sujets qui me semblent moins importants,
Je l'ai dit dans une conférence, parce que je pense que résister contre le nouvel ordre mondial, c'est critiquer le mondialisme financier, comme le fait très bien Marine, mais aussi critiquer l'idéologie droit-de-l'homiste, qui est la Libye de gauche de cette stratégie de droite, et qui est la destruction des nations au nom de la critique du nationalisme guerrier, et dont la religion est la Shoah, qui dit en gros que le nationalisme mène à Auschwitz. Et donc, quand on adhère à quand on n'a que cette demi-idéologie qui est de critiquer le mondialisme financier, mais finalement d'adhérer en douce au conflit de civilisation, c'est-à-dire de rendre responsables les musulmans de ce que nous a fait Madoff, je trouve qu'il y a une légère incohérence. Je sais que cette incohérence est identifiée, mais qu'elle est laissée dans l'ombre pour des raisons électoralistes, parce qu'on se dit en fait, effectivement, ce qui rapporte le plus quand on incarne la droite nationale, c'est quand même taper sur l'immigré. Et ça, moi, ça me plaît pas beaucoup, parce que si je suis absolument contre tout ce qui est sans-papiers et immigration clandestine, je suis absolument pas pour stigmatiser le français d'origine immigrée. Donc je me méfie de cette ligne-là. Et moi, je disais simplement, si le Front veut être un mouvement d'opposition au système, il ne peut pas compter que sur la bienveillance des médias, ce que fait Marine, et il doit être un mouvement de militants et très formé idéologiquement. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les marinistes ont fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont appauvri le Front, ils ont empêché les militants de rentrer et ils ne font pas de doctrine. Voilà. Et le Front n'existe aujourd'hui que par Marine, et Marine n'existe que par les médias, ce qui veut dire que les médias décident de l'existence ou pas du Front et de Marine. Ce qui veut dire donc que ça ne peut pas être un mouvement d'opposition. Parce qu'on voit très bien, même si on veut refaire référence à Chavez, quand on veut s'opposer à l'oligarchie mondialiste qui contrôle les médias, on ne peut pas compter sur eux pour exister, et il faut s'appuyer comme sur le peuple même, sur le peuple en armes, et il faut faire de la formation, etc. Et j'ai remarqué que le Front, depuis quelque temps, fait exactement le contraire. Aucune formation, chasser les cadres, adhésion à l'idéologie du politiquement correct, puisque je vous fais remarquer que les marinistes n'ont pas soutenu Gollnisch quand il a fait sa sortie sur le débat devrait être libre, et que finalement la Cour de cassation a donné raison à Gollnisch, alors que Gollnisch avait été lâché en interne par les marinistes. Voilà. Donc moi je me suis retiré du Front, non pas pour nuire au Front, mais parce que compte tenu de ce que j'ai vécu à l'intérieur, je pense qu'aujourd'hui le Front mariniste n'incarne pas une opposition réellement sérieuse et cohérente au système. Il y a un bon discours critique sur le mondialisme financier, dont d'ailleurs j'ai inspiré en partie, je suis très content que Marine le porte, mais j'aimerais que Marine assume aussi le volet de politique étrangère et les solidarités qui vont avec cette lutte contre le mondialisme financier, qui veut dire soutien à la Russie, soutien au chavisme, et je veux bien à la limite qu'on soit discret sur Ahmadinejad, parce qu'électoralement c'était un peu difficile compte tenu du niveau de diabolisation sur le bonhomme, mais même en privé j'ai vu qu'il n'y avait pas cette cohérence. J'ai vu par exemple que Marine n'a jamais fait aucune déclaration sur la question géorgienne, et je vois bien que comme c'est une fille très intelligente et qui apprend vite, c'est une stratégie chez elle de ne pas heurter l'oligarchie qu'elle a identifiée. Et donc elle a compris que si elle ne heurtait pas cette oligarchie, elle aurait le droit de jouer un rôle médiatique de critique du système, mais finalement elle fait Besancenot exactement dans l'autre sens, c'est-à-dire critiquer le système, mais à moitié, et le critiquer le système à moitié, c'est de le faire de façon tellement incohérente que ça revient à ne pas être efficace du tout. C'est Besancenot qui dit qu'il faut défendre les travailleurs français, qui défend les postiers, tout en étant pour la régularisation massive et intégrale des sans-papiers. Je veux dire, quand on a un peu de culture politique et économique, on sait que c'est totalement antinomique. Et que c'est parce que c'est totalement contradictoire que Besancenot est sans danger et que donc il peut aller chez Drucker tout en prétendant être révolutionnaire, anticapitaliste. Et j'ai dit que malheureusement, Marine est un peu dans cette logique-là de l'autre côté de l'échiquier, d'incarner une espèce de critique nationaliste et anti-mondialiste financière qui est assez belle sur le plan du discours, mais qui en réalité n'existe que par les médias et se retrouve très faible sur le plan d'un mouvement d'opposition qui est basé sur des militants, des cadres, etc. Et moi qui viens du Parti communiste, je sais ce que peut être un grand parti de masse qui réellement peut peser contre le pouvoir. Il faut que ce soit un parti avec beaucoup d'adhérents et très formé. Hein. Et dès lors qu'on n'existe que par les médias et qu'on n'a pratiquement pas de base et qu'on forme personne, et qu'on coopte des gens de l'extérieur
pour leur capacité justement à louvoyer avec le système, c'est qu'on n'a pas décidé de s'opposer au système. Pour moi, il y a eu deux opposants au système et deux types qu'il était agréable d'écouter et qui bousculent un peu le système. Il y a eu Marchais jusqu'au milieu des années 80, et après c'est Le Pen qui a pris le relais. Et on regrettera, il est évident quand Le Pen sera parti, Le Pen comme on regrette aujourd'hui Marchais, parce que c'était quand même mieux que les chroniqueurs et les politiques et les hommes politiques du système. C'était quand même des niveaux au-dessus et puis beaucoup plus jouissif. Je ne critiquerai jamais Jean-Marie Le Pen. J'envoie un message de sympathie à Bruno Gollnisch. Je reconnais le talent indéniable de Marine et la qualité de son discours sur le plan de la critique économique et sociale, mais il y a des incohérences et un entourage et un refus d'aller sur certains sujets de politique étrangère et d'insoumission à l'idéologie des droits de l'homme qui me font avoir des doutes sur la réalité, sur la profondeur de son désir d'opposition au système. Voilà. Je crois, moi, que si l'afflux massif de fausses monnaies a endigué la crise financière momentanément, la crise économique, elle, n'est qu'à son début, parce qu'il ne faut pas du tout confondre les deux. Hein. L'économie financière, c'est de la bulle, et l'économie réelle, c'est du solide. Et je crois que nous allons rentrer bientôt dans une phase aggravée de la crise économique, qui veut dire chômage de masse, stagflation, hein, c'est-à-dire inflation et rétrécissement du volume global des échanges, troubles sociaux graves, notamment en France, qui est un pays à qui Sarkozy va avoir beaucoup de mal à imposer la révolution thatchérienne. Et donc on va rentrer dans une période politiquement très intéressante, c'est-à-dire une période réellement politique, c'est-à-dire d'affrontements durs, de masques qui tombent, mais par contre qui va être très dur au peuple, ça c'est évident. Je crois que la crise est devant nous, hein, et qu'elle va être violente, et que peut-être d'ailleurs les solutions de gestion de crise sont l'histoire de la grippe, hein, c'est une manière d'empêcher les gens de se réunir, de justifier un ralentissement de l'économie, enfin que l'oligarchie mondialiste dont Sarkozy est le relais pense à des stratégies de gestion politique et humaine de cette crise économique qu'ils savent absolument ingérables et, comment dirais-je, insolubles, parce que maintenant, on sait maintenant que pour régler la crise économique, il faut sortir du capitalisme. C'est ça qui est intéressant. Exactement comme à un moment donné, on est au bout du socialisme soviétique, et qu'on sait c'est l'époque Gorbatchev, là on sait qu'on est au bout en fait du capitalisme. Donc soit le capitalisme devient un système autoritaire, exactement comme à un moment donné la révolution socialiste, ayant trahi beaucoup de ses promesses, devient une dictature d'apparatchik. Là, effectivement, si le capitalisme étant au bout de ses promesses, c'est-à-dire qu'il amène que du mal, de la pauvreté, de l'inégalité maintenant, c'est sûr, même si à une époque ça peut amener quelque chose, il aura le choix soit à renoncer à lui-même, soit à passer à la dictature. Je pense que dans une période où le capitalisme va arriver à la fin de son cycle et s'écrouler comme Gorbatchev a signé la fin du socialisme réel, ou alors on va rentrer dans une période de dictature capitaliste mondiale, et ça c'est ce que nous promet Attali, c'est ce que nous promet l'oligarchie mondialiste, c'est-à-dire qu'ils vont les peuples auront bien compris que le libéralisme ne leur apporte que de la souffrance et de l'illégalité, mais ça sera un capitalisme policier. Hein. On cessera de passer par l'idéologie du désir, on sera non plus dans l'idéologie des leurs, mais dans le bottage de cul. Hein. Donc grâce crise sociale, économique et sociale qui arrive, qui n'est pas encore vraiment là et qui arrive, et soit écroulement du système, ça dépend des forces de progrès, du peuple, là il n'y a pas de... Est-ce que les gens vont se révolter? Est-ce qu'à un moment donné, c'est comme quand d'un seul coup, les militaires qui sont là pour réprimer la grève, on leur demande de tirer sur les grévistes et ils passent du côté des grévistes. Là c'est le moment merveilleux, le moment où le vrai militant comme moi fond en larmes, c'est le moment où la troupe rejoint l'ouvrier. Et ça peut arriver en France. On peut imaginer à un moment donné, les gendarmes, on le voit sur la grippe d'ailleurs, des gens qui disent non, nous n'irons pas plus loin dans la collaboration à ce système qui est un système de haine et de mépris du peuple, nous disons non. Et soit ces corps constitués diront non et sauveront le peuple, et il y aura une révolution, qui peut être une révolution d'ailleurs à la mai 68, mais sérieuse, de gens qui se mettent à discuter et qui disent stop, on arrête tout, on n'obéit pas plus loin, soit il y aura une dictature. Hein. Et de toute façon, ça ne peut pas continuer... le coup qu'ils ont fait à Tadei l'autre jour à la télé, ça ne peut pas durer éternellement. À un moment donné,
on fera voter une loi pour interdire aux gens de critiquer la version officielle du 11 septembre en France. Hein. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, parce que sur certains sujets la police intervient, parce que c'est des sujets compliqués, où on a l'impression que les méchants, c'est difficile d'identifier les méchants et les gentils, mais quand ça touchera à la vie quotidienne et aux acquis sociaux du petit peuple de France, je ne suis pas sûr que la police, les gendarmes, la justice acceptent de tapiner un pas de plus pour l'oligarchie mondialiste et le sarkozysme qui est son relais en France. Et ça, c'est mon espoir. C'est qu'à un moment donné, c'est même pas... nous, on aura essayé de dire et de critiquer, mais que peut-être la France sera sauvée par les gendarmes, par les flics, par les fonctionnaires, par les fonctionnaires de la LPE, tous ces gens-là qui diront non, on refuse d'obéir, on refuse d'appliquer les directives. Ça peut se passer comme ça, et ça serait même bien pour la France. Une révolution un peu comme il y a eu au Portugal, quoi, la révolution des œillets, où à un moment donné, où l'oligarchie comprend qu'elle doit vite se barrer avant qu'on lui fasse la peau et qu'on ne veut plus lui obéir. Voilà. Et on va peut-être le voir même assez vite pour l'histoire de la grippe. Si à un moment donné ils mettent réellement en place l'espèce de plan qu'ils ont prévu, de vaccination de force, même avec le recours de l'armée, on verra si, à un moment donné, ceux qui sont chargés de vacciner les autres de force accepteront de le faire ou pas, ou diront non. Le refus d'obéissance. J'ai une certaine confiance presque mystique en le génie du peuple de France, et je me dis à un moment donné que les corps constitués, à un moment donné, s'opposeront, refuseront d'obéir. Voilà. Et qu'à un moment donné, l'oligarchie mondialiste et les relais français se retrouveront à poil et lâchés par leurs exécutants. Et ce jour-là, il faudra qu'ils se sauvent très très vite, pour ne pas se retrouver comme Mussolini pendu à un croc de boucher. Parce qu'il le mérite largement. Ça n'arrivera pas dans 15 ans. Hein. Voilà. Donc voilà mes espoirs et mes prédictions pour l'année prochaine. Crise économique grave, État de plus en plus dirigiste et policier pour imposer à la France une mondialisation dont le peuple a compris qu'elle n'était que violence pour lui, comme l'Europe, quoi. Je veux dire, les référendums et tout ça, on voit bien que ça monte de plus en plus. On vous fait revoter, tant pis, on vous le colle en douce. Les gens ont compris que l'Europe c'était mauvais pour eux, mais qu'il y a une oligarchie qui leur imposait de force et qui les faisait souffrir. Alors après, c'est comment la révolte s'organise, comment ça prend du temps, etc. Mais nous arrivons donc là dans la phase du capitalisme policier et antipopulaire évident, et l'espoir c'est la révolte des corps constitués qui identifient de plus en plus qu'on leur demande de martyriser le peuple au service duquel ils sont censés être. Peut-être ça c'est dans les 2 ans. Voilà. Salut à tous.